L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Dans un instant, M. Sidia Touré, président de l'UFR, qui va prendre la parole sur cette antenne. Mais avant, Ahmed, on a écouté le ministre de la Santé. Je ne suis pas confiant. Je ne suis pas du tout confiant puisque depuis décembre, cette épidémie s'est déclarée. Et connaissant la Guinée qui est aujourd'hui un pôle très attractif au niveau des mines, nous avons beaucoup de Chinois sur le sol guinéen. Ils viennent chaque jour, ils partent chaque jour. On n'a pas besoin d'avoir un vol direct pour que les risques soient élevés. Je dis très bien qu'il faut exagérer la communication à ce niveau pour que les populations puissent prendre conscience. Je vous avais signalé ici à l'époque avec... Pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Hein. Oui, mais c'est pas communication. Aucune communication. On me dit que non, qu'ils sont en réunion maintenant. On veut savoir qu'est-ce que les autres font chez eux. Un mois c'est très après. grave. Hier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Samedi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vendredi, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est aujourd'hui, on veut parler de ça pendant que l'épidémie est en train de prendre une proportion inquiétante au niveau international. Je pense qu'il y a lieu de mettre les bouchées doubles. On a vu ce que Ebola nous a fait ici. Moi, j'avais soutenu cette déclaration du président quand il disait que c'était une opportunité. Effectivement, moi, j'ai considéré que c'était une opportunité parce que ça pouvait nous permettre d'avoir des équipements. Mais aujourd'hui, ces équipements, que sont devenus ces équipements? Tous ces véhicules que nous avons eus à l'époque. On aurait pu même transformer certains véhicules en ambulance. Aujourd'hui, vous êtes dans la protection civile, ça existe? Ça existe? Ça n'existait pratiquement pas. Donc je dis aujourd'hui que moi je suis inquiet. Il y a eu combien de mouvements aujourd'hui entre la Guinée et la Chine depuis la déclaration de cette maladie? Combien de personnes? Ce n'est pas une stigmatisation, mais si la Chine elle-même a confiné, a coupé la ville de Wuhan, la ville de Wuhan, qui peut être même comparé à la Guinée, à un pays. Parce que c'est une ville de 11 millions d'habitants. Alors, qui peut être comparé à un pays. Si la Chine a confiné toute une ville, ce n'est pas à nous de croiser les bras en parlant de stigmatisation. Il n'y a pas de stigmatisation. Il faut prendre le devant parce qu'on n'est pas prêt à affronter cette maladie. Donc, c'est maintenant qu'il faut se lever. Il ne faut pas attendre. Allez-y, Moussa. Merci, Ahmed. C'est bien on me signalait hier que beaucoup de femmes au marché de Matoto Toussaint. On n'a plus le droit d'attraper de Toussaint maintenant. Justement. Mais beaucoup de femmes, c'est une mauvaise communication. On n'a plus le droit d'attraper de Toussaint. On a toussé à Fria. Tu n'as pas parlé de trucs. Donc, moi, ce que je veux souhaiter, il ne faut pas non plus. Je ne parle pas de coronavirus à Guinée, Moussa. Il ne faut pas non plus créer faut pas créer la panique. Faut pas créer la panique. C'était dû au piment. Le reproche que l'on fait. Quelqu'un me dit que c'était dû à un nouveau type de piment. Non, le reproche que l'on fait, c'est que vous avez vu à Côte d'Ivoire, ils avaient pris des mesures très tôt. C'est pourquoi ils ont pu détecter ce quoi. Le Sénégal, la même chose. Du côté du Nigeria également. Dans notre pays, c'est aujourd'hui lundi 27 janvier qu'on organise, non pas la riposte, non pas la prévention, mais une réunion. C'est-à-dire qu'après la réunion, on va faire un rapport. Le rapport va être transmis à qui de droit? Qui de droit va dire, bon, je vais voir ce qu'on peut trouver. Et on va décaisser un peu. On va prendre cet argent, on va voir comment distribuer. On va commencer à équiper des gens pour aller sur le terrain. Pendant ce temps, coronavirus va s'asseoir pour dire, on attend que la Guinée soit prête avant que j'attaque. C'est pas ça. Il faut qu'on soit sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans le domaine de la santé, c'est l'anticipation, c'est la proactivité, il n'y a pas cela. C'est pourquoi les actions, par exemple, de l'ONG COFEL, qui a un pendant sanitaire, de Mme Yansare Fatou Baldé, c'est très important. Ces ONG, il y en a quelques-unes qui sont sérieuses, qui interviennent en amont, qui interviennent très tôt, qui peuvent faire la lettre précoce. Il a déjà pris des initiatives ou pas? Exactement. COFEL. Non, mais je pense que ça fait partie de son plan. Mais l'initiative, réellement, ça vient de qui? Ça vient de l'autorité. Ça vient de l'autorité. On ne le fait pas. Les voitures qui ont été données, les 4x4 qui ont été données au temps d'Ebola, ont été distribuées aux administrateurs territoriaux. Comme si, tout a disparu. Comme si le secteur de la santé n'avait pas besoin de logistique. C'est un secteur qui peine à avoir le budget qu'il lui faut pour pouvoir faire face à ces différents objectifs. Au niveau de l'aéroport, je dis encore une fois, à moins que depuis hier, on ait fait quelque chose, mais il faut renforcer l'équipe qui est sur place parce que ça dort de ce côté-ci. Il n'y avait pas de contrôle depuis un certain moment. Allez-y, Jacques.
Je crois que quand Ebola est parti, on a transformé l'agence qui était là, l'Agence nationale de lutte contre Ebola, en Agence nationale de la sécurité sanitaire. Et il nous avait été dit que la possibilité était désormais offerte au ministère de la Santé à travers cette agence de réagir rapidement lorsqu'il y a un cas d'épidémie. Mais vous voyez, depuis que ça a été signalé, je parle seulement de ça, mais non seulement de cette épidémie, le coronavirus, mais également d'autres maladies qui avaient été signalées à l'époque. Je crois même la résurgence d'Ebola à un moment donné, lorsqu'on en parlait. Il faut que les médias interpellent les autorités avant qu'elles ne réagissent. Vous avez vu, depuis que ça a commencé, il a fallu... On n'entend plus Dr Sakoba. Il a fallu qu'on totalement interpelle... disparu. Pourtant, il est là. Ouais. Donc, il a fallu qu'on interpelle ce matin pour que le ministre de la Santé prenne la parole sur ce sujet. Et je crois dans d'autres pays, lorsque ça arrive, vous avez des informations, même si la maladie n'est pas là. Mais lorsque il y a des informations, vous sortez, il y a des communiqués que vous pouvez faire. En donnant des informations vraiment vraies. C'est-à-dire que l'épidémie n'est pas encore là parce que vous avez la certitude qu'elle n'est pas encore là. Mais voilà les mesures qu'il faut prendre. Mais ça n'a pas été fait. Et les postes de contrôle dont je parlais, je crois les centres de riposte à Ebola qui avaient été installés à l'époque à Forêt-Karia, à Gekedou, à Nongo ici, ces centres-là, je crois aujourd'hui, devraient être, si vous voulez, réactivés. Mais je me pose encore la question si l'équipement est sur place. Ça, c'est une question que je me pose parce qu'on devrait pouvoir... Votre rédaction devrait quand même pouvoir activer les choses pour que les choses puissent marcher normalement. Votre rédaction devrait aller dans la journée. Constatez, comme par exemple à Nongo, ça c'est par exemple à l'attention d'Antoine. Allez-y, le chef d'édition. La preuve que certains équipements ont complètement disparu, le plus illustratif, c'est par exemple le numéro d'alerte 115, qui a disparu depuis après le temps d'Ebola. Et non, Antoine, permets-moi. Non, c'est juste pour vous dire, pour vous donner de l'information, pour confirmer effectivement les propos de Jacques, pour dire que il fonctionnait pas déjà bien, le 115. Oui, mais non, il avait déjà fait ses preuves. Ah bon? Mais encore, oui, le 115, c'est grâce au 115 que beaucoup de gens ont pu alerter à travers la Guinée l'existence de la maladie d'Ebola et que certaines communications ont pu être directement distillées auprès des populations directement. Le 115 était d'ailleurs plus connu que le numéro d'alerte de la police, qui est d'ailleurs un numéro kilométrique. Mais ce qu'il faut dire, oui, moi je vous dis que ça a été démantelé, justement c'est ce que je vous dis, ça a été démantelé juste après Ebola, le matériel parti en volo. Donc, et d'ailleurs, il y a une agence qui est créée pour cela. Absolument. Ce numéro aurait dû être fonctionnel. Il faut encore être fonctionnel. Pas seulement et même une équipe d'alerte. Exactement. Pas seulement que pour Ebola, mais pour certains autres cas de maladies, etc. Ce qui m'a surtout inquiété dans la communication de M. le ministre ce matin, c'est qu'il semble nous dire qu'il n'y a pas de vol direct entre la Chine, enfin entre la ville de Wuhan, mais l'étudiant qu'on a détecté en Côte d'Ivoire, mais c'est pas un vol direct Wuhan-Abidjan qui l'a pris. J'ai l'impression qu'on compte. Elle revenait plutôt de Beijing. Oui, mais j'ai l'impression qu'on c'est un cas suspect, il n'est pas avéré. Non, c'est un cas suspect. Oui, mais elle ne revenait pas, l'étudiante, elle ne revenait pas de Wuhan. C'est parce qu'elle vient de la Chine. Même si c'est un cas suspect, c'est un cas de toutes les façons. Moi, ce que je voudrais dire, elle ne revenait pas de Wuhan, elle revenait de Beijing. C'est ce que je dis. Peu importe, c'est déjà. Ça prouve déjà que les autorités de ce pays sont en alerte. Non seulement ils sont en alerte. Mais aujourd'hui, si vous descendez à l'aéroport de Conakry, alors ceux qui sont venus hier de la Chine, par exemple, est-ce qu'on a leur adresse? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Moi, je donne aujourd'hui une piste. Il faut tout de suite retrouver des numéros et des téléphones comme d'autres pays l'ont fait et surveiller ceux qui rentrent là chaque jour, les appeler matin et soir. Ça s'est fait comme ça dans d'autres pays. Vous rentrez, vous avez un petit téléphone avec une puce. Où on peut vous contrôler chaque jour. Je pense qu'on peut aller sur cette base-là le plus vite que possible. Le plus vite que possible. On n'a plus le temps, les gars. Moi, j'estime ceux qui rentrent, parce que la police, on n'a même pas de statistiques, j'essaie de me renseigner sur combien de Chinois foulent le territoire guinéen. Mais il n'y a pas que les Chinois, il y a les commerçants, il y a des Guinéens qui font des va-et-vient. La statistique que je demande, j'ai commencé d'abord par les Chinois, j'ai commencé d'abord par eux, mais comme nos compatriotes. Mais c'est parce qu'ils font pas le boulot, ils peuvent prendre les statistiques auprès de l'ambassade. Ceux qui rentrent, quand l'ambassade de Chine peut leur donner les statistiques. Roby, que ceux qui viennent des passagers viennent de Chine. Même si ce sont des vols qui ne sont pas des vols directs, il faudrait quand même les mettre quelque part pendant quelques jours. Non,
C'est une mesure radicale, Moussa. On ne peut pas. Pour un pays qui a été traumatisé face à une épidémie. Pour un pays qui a été traumatisé, pendant plusieurs temps par le virus Ebola, on sait très bien dans quelles conditions nous vivions ici. Je pense que on ne devrait pas blaguer avec ça. Ça, on ne devrait pas blaguer. Et moi, j'ai l'impression que les autorités, ils sont restés assis et ils ont compté sur le point de contrôle de Dubaï et de France, puisque c'est la plupart des voyageurs, et peut-être du Maroc, parce que la plupart des voyageurs qui viennent de la Chine transitent par ces aéroports-là. Ils ont compté sur le dispositif qui a été mis en amont pour alléger un peu le dispositif. Mais c'est une grave erreur. Une grave erreur parce que le cas de la Côte d'Ivoire illustre très bien que chaque pays doit prendre au sérieux. Aucun pays n'est à l'abri. Voilà, aucun pays n'est à l'abri. Merci, Robert. Allez-y, Antoine, pour clore. Moi, j'ai une position un peu différente de celle des autres. J'estime que ce n'est pas le moment de s'alarmer. Il ne faut pas s'alarmer. Si on connaît... Attendez, j'ai entendu des propos de nature à stigmatiser. Nous connaissons la Guinée. Un Guinéen est capable aujourd'hui de voir un Chinois à distance et prendre des... Attendez, Roby, attendez que je finisse. La façon de faire de l'État, à mon avis, il faut comprendre. Il ne faut pas paniquer la population. Vouloir tout de suite sortir et faire des communications à l'emporte-pièce, ça peut paniquer. Attendez que je finisse. S'il y a des mesures en cours, en vue... C'est le reproche. C'est le même reproche qu'on avait fait. C'est le même reproche qu'on avait fait. Attends, Antoine, c'est le même reproche qu'on avait fait au début de Ebola. Attendez que je finisse. On a accusé les autorités d'avoir pris de la lenteur dans la communication et dans les actions proactives. Et on sait ça qu'on a assisté. Pour le cas Ebola, c'est dangereux ce que tu dis, pour le cas Ebola, c'est très simple. À l'époque, nous ne connaissions pas la maladie. Donc ça a pris du temps pour la connaître. Pour le cas du coronavirus, on connaît les dangers liés à cela. Mais à l'instant où nous parlons, j'estime que le ministre, dans sa communication, a semblé dire qu'il y a des dispositions prises afin de faire face à la situation. Mais il y a des formes Quelle disposition, Antoine? Non, il a dit qu'il y avait une réunion en cours en vue de faire face à la maladie. Non, pas du tout. Il y a des formes de communication qui peuvent paniquer. Il ne faut pas paniquer la population. Merci, les gars. Les GG comptent. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Je vous le disais depuis l'entame de cette émission, notre invité politique qui va s'exprimer maintenant dans cette émission, la personne de M. Sidya Touré, ancien Premier ministre, président de l'UFR, le FNDC encore mobilisé contre l'établissement d'une nouvelle constitution. Le Front appelle à la poursuite de ses actions de résistance contre ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel demain et après-demain ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Donc c'est de manière discontinue. Ces nouvelles actions interviennent dans un climat politique, sociopolitique particulièrement agité. Monsieur Sidya Touré, dans un instant, qui va prendre la parole sur cette antenne. Est-ce qu'il est là, Mohamed Diaby? On me signale qu'il n'est pas encore là. Allez-y. Oui, on nous signale qu'il est là. Bonjour, Monsieur Touré. Allez-y, Moussa. Monsieur le président de l'UFR, depuis que cette résistance permanente et active a commencé, on avait du mal à entendre les autorités de Conakry s'exprimer sur la crise que traverse notre pays. Mais nous avons assisté quand même le week-end dernier à un discours, celui du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pu retenir de ce discours? Est-ce que cela vous rassure? Non, bon, je ne sais pas être rassuré ou pas rassuré. Vous avez fait des constats aujourd'hui, je vous ai écouté ce matin. Je crois que c'est très clair. Le désordre ne profite à personne, surtout pas à l'autorité de l'État qui gouverne le pays. On doit faire en sorte que nous puissions trouver des canaux de sortie sur tous ces problèmes-là, au lieu de se menacer les uns les autres. Donc je ne vois pas malheureusement de voie de sortie qui a été proposée à un quelconque moment. Effectivement, là c'est préoccupant. Justement, Monsieur le Président, au moment où tout le monde appelle à l'ouverture d'un dialogue, le gouvernement fait une annonce et va dans le sens de coupler les législatives au référendum. Est-ce que pour vous, une proposition dans ce sens, le gouvernement, est-ce que pour vous, c'est de nature à rendre possible un quelconque dialogue finalement? Promis, c'est de la provocation. Ça, c'est jeter de l'huile sur le feu. Tout le débat qu'on a aujourd'hui, c'est le problème du troisième mandat d'Alpha Condé. Je vous ai dit à votre radio il y a à peu près 4 mois qu'il n'y avait aucun autre objectif à tout ce projet si ce n'était pas l'obtention du troisième mandat. Sinon, en réalité,
qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une élection législative à 4-5 mois de l'élection présidentielle? Donc, j'estime que ce serait jeter de l'huile sur le feu, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Mais je sais aussi, de par le fait que je connais l'homme, qu'il ne renoncera pas à son idée et que, de toute façon, on va y arriver. Il va falloir trouver dans l'année 2020 à quel moment faire des élections législatives, à quel moment faire le référendum, à quel moment faire l'élection présidentielle au mois d'octobre 2020. Donc, il y a vraiment un problème qui se pose pour lequel, pour le moment, ils n'ont pas de solution. Monsieur le Président, est-ce que pour une sortie de crise, il y a possibilité de dissocier les crises? Est-ce que vous êtes disposé, par exemple, vous, partis politiques au sein du FNDC, à discuter avec le gouvernement sur ce qui vous oppose en ce qui concerne, bien entendu, la tenue du scrutin législatif? Est-ce qu'à ce niveau-là, un couloir de dialogue est possible? Vous ne m'avez pas bien écouté, hein? Moi, je sais que Alpha n'a pas besoin d'élections législatives. Il n'a pas envie d'être député, il n'a pas envie d'être président de l'Assemblée, il n'a pas envie de qualifier les institutions de la République. Ceci a été jeté entre nous pour essayer d'entraîner un peu les disputes. L'objectif fondamental, si on n'arrive pas à faire les élections pour le référendum, écoutez, le problème il sera tout entier parce que ce n'est que ça, le seul et unique objectif. Il n'a pas encore donné suite à la demande du gouvernement qui a souhaité donc ce couplage. Pendant ce temps, les campagnes, disons, quelques affiches sont disponibles. Il y a quelques candidats qui flânent dans les rues. Est-ce que vous pensez qu'on va faire le forcing pour la tenue de ce scrutin le 16 février? Bon, ça, c'est au gouvernement qu'il faut le demander, hein. Moi, j'estime que si vous êtes responsable d'un pays, vous essayez de créer les conditions d'une vie en commun. J'ai écouté Jacques Léoy ce matin parlant de ce qui se passe au niveau des investisseurs à Londres. Vous allez là-bas, vous dites aux gens, oui, moi j'ai fait des hôtels chez moi, mais bon, il y a des hôtels à Londres. Hein. Ce que les gens veulent, est-ce qu'il y a un environnement suffisamment paisible dans votre pays pour qu'on vienne y investir? Si vous revenez et que vous êtes dans des palabres comme ce que nous vivons, ça ne sert à rien d'avoir construit des hôtels, puisque de toute façon, il n'y a pas de clients pour y aller. Donc, c'est à eux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tout ceci n'est pas une question de force. La force est à la loi. Si vous dissociez le problème de l'autorité de l'État, de l'applicabilité de la loi dans votre pays, mais écoutez, vous êtes dans l'injustice absolue et ça, les gens n'obéiront pas. Alors, aujourd'hui, du côté du FNDC et de l'opposition politique que vous représentez, vous vous battez pour empêcher ces législatives. Et est-ce que vous pensez y arriver quand vous voyez qu'après tout, vous n'avez pas d'oreille attentive du côté du pouvoir? Oui, mais en même temps, ce matin, je vous ai écouté. Hein. Moi, je ne vois pas de campagne nulle part en Guinée. Les gens vont, ils viennent, ils n'arrivent pas à se rencontrer. Maintenant, comme on sait aussi que les députés ont déjà été désignés et que chaque parti politique sait combien de députés il va avoir, oui, on pourrait, comme disent certains, après les élections, après le 16 février, s'il n'y a que 2 bureaux de vote qui votent, on va donner des résultats. Mais ce n'est pas l'objectif d'un État, ça. Un État, c'est quand même, nous sommes dans une république, nous sommes avec des institutions, nous sommes avec des lois. Si vous tournez complètement le dos aux institutions de la République, comme on l'a fait pour la CENI, que vous tournez le dos complètement aux lois de la République, vous regardez le code électoral. Au jour où je suis en train de vous parler, le carte d'électeur devrait commencer à être distribué 1 mois avant les élections. On ne connaît même pas où est le fichier électoral la plus forte présence de carte d'électeur. Alors si vous jetez tout ça aux orties, vous ne revenez pas après pour dire autorité de l'État, ça ne veut pas dire grand-chose. Bien. Monsieur Sidya Touré, président de l'UFR, en direct dans cette émission. Allez-y, Antoine. Je t'aurai 2 questions rapidement. La première, c'est ces informations qu'on a reçues, comme quoi des partis politiques d'opposition voulaient revenir dans le processus à travers des négociations en coulisses. Dites-nous si l'UFR a fait partie de ces... Non, aucun parti d'opposition. Ça, c'est vraiment de l'interprétation. Vous ne confirmez pas l'information. Alors, l'autre question, c'est... Voilà, moi, je confirme qu'il n'y a pas eu de telle démarche nulle part. Parce que nous avons un bloc de l'opposition pluriel. Nous consultons, personne n'a engagé une telle démarche. Allez-y, Antoine. Monsieur le Président de l'UFR, l'autre question, c'est par rapport aux violences en cours en Guinée actuellement, notamment au Fouta. On a tous vu ces cas de dégâts déplorables avec des édifices publics et autres privés auxquels on a assisté, également des cas de mort. Le FNDC jusqu'ici, beaucoup se demandent s'il condamne ou s'il revendique ces violences en cours.
Donc, comment voulez-vous qu'on revendique des violences? Ce que nous condamnons, c'est le fait que quand même depuis 9 ans, il y a eu presque 140 morts dans ce pays et à aucun moment une enquête n'a été menée. Ce qui se passe par ailleurs est la résultante de ce comportement, à mon sens, totalement suicidaire de l'État. Parce que je ne vois pas pourquoi voulez-vous que le FNDC encourage quelqu'un à aller tuer un autre. Ce n'est pas du tout notre objectif. Il se trouve que quand vous mettez l'injustice au milieu d'un il y a des dérapages qui arrivent. Donc il faut le mettre sur ce compte-là. Donc ce matin, vous nous dites que les casses qui ont eu lieu au Fouta ne sont pas l'œuvre du FNDC. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat de l'appel lancé par le FNDC. Je ne sais pas me machiner, je n'ai jamais dit qu'est-ce que c'est. Le FNDC n'est pas responsable de quoi que ce soit. Le FNDC est pour l'application de la loi en République de Guinée. Le FNDC est pour l'application de la Constitution. Ceux qui créent ces conditions pour qu'il y ait de telles violences, c'est ceux qui se mettent en dehors de la loi et qui se mettent contre la loi, c'est-à-dire qui se mettent contre notre propre constitution. Sauf que M. Sidia, il y a eu un appel à la résistance active et permanente qui a été lancé par le FNDC et qui a vu pour résultat l'attaque des bâtiments et autres véhicules de particuliers. Certes, il y a eu des cas de mort aussi, mais d'aucuns estiment que tout cela est le résultat de l'appel lancé par le FNDC. Jusqu'ici, les acteurs politiques ne se prononcent pas. Vous me dites qu'il y a eu des attaques de bâtiments, après vous dites oui, il y a eu des cas de mort aussi. Ce qui est le plus grave dans ce pays, partout dans le monde, c'est la vie humaine. Les réactions que vous ne pouvez pas avoir quand il y a mort d'homme, vous ne pouvez pas les avoir parce qu'il y a une maison qui a été saccagée, quelle que soit la beauté, quel que soit ce que cela représente. Et vraiment, je suis d'accord avec que ce n'est pas nécessaire. Mais le fondement de toute cette opération, c'est le fait d'amener un peu de justice dans la vie de la société guinéenne et de rétablir un minimum de confiance entre le citoyen guinéen et l'État guinéen. Ça, je crois que partout, tous les jours, que ce soit dans la fourniture des biens sociaux de base, que ce soit dans le problème de la justice sociale et régulière, vous ne trouvez pas ces conditions pour que nous puissions vivre comme cela ensemble. Donc il faut relancer tout ça en même temps. Ce n'est pas en menaçant les uns ou en créant je ne sais quoi que nous allons y arriver. C'est quand quelqu'un qui prend la tête de l'État et qui est là aujourd'hui, qui est responsable de ça, se dit « je suis responsable de la République de Guinée ». On m'a confié pendant 10 ans quelque chose que je dois mener à son terme. Il m'appartient de faire en sorte que de telles choses n'arrivent pas. C'est comme ça que ça se passe partout. Quand on parle de notre pays, vous avez l'impression que le Sénégal n'est pas à côté, que la Côte d'Ivoire n'est pas à côté, que le Niger n'est pas loin. Tous ces gens n'ont pas ces mêmes problèmes. Alors pourquoi nous on les a permanemment depuis 9 ans? Pourquoi? Bien. Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, direct dans cette émission. Cette question, je vais vous ramener aux législatives parce qu'il y a un récent article de la Lettre du Continent qui indiquait que vous aviez été approché par le président Ouattara et son premier ministre Gon Coulibaly pour participer à ces législatives ou pour revenir dans le processus. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, je ne me lance pas dans des spéculations, franchement. Quoi. Voilà. Je ne vois pas de raison de répondre à des questions comme ça. Oui, mais la Lettre du Continent est quand même considérée comme un média sérieux, quand même. Chacun écrit ce qu'il a envie d'écrire. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, mais la manière de couper court aux spéculations, c'est de dire oui ou non, vous avez été approché ou pas, monsieur le président. C'est aussi simple. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des spéculations? Moi, je spécule sur rien du tout. Je dis, je ne rentre pas dans ce genre de débat. Pas d'intérêt. Donc concrètement, vous ne répondez pas à la question. Donc concrètement, vous n'avez pas été approché par Ouattara ni par Gon? Je ne fais pas de débat sur ce genre de questions. Je n'en fais pas. C'est pas ce qui intéresse les Guinéens. Est-ce qu'on a contacté Sidia pour aller aux élections? Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on organise des élections? Est-ce qu'il est normal que dans un pays de 12 millions d'habitants, sans compter les étrangers, on peut avoir un fichier de 8 300 000, c'est-à-dire pratiquement 70% de la population? Est-ce que le code électoral est respecté? Est-ce qu'aujourd'hui où je suis en train de parler, on est à pratiquement 20 jours ou quelque chose comme ça des élections, nous n'avons pas de fichier, nous n'avons pas le carte électorale, alors que la loi spécifie bien que la distribution devrait commencer un mois au moins avant. Voilà les questions sur lesquelles j'aimerais bien qu'on intervienne, les questions d'ordre, je ne peux même pas dire personnel. D'accord. Alors, M. Touré, le FNDC a annoncé son intention de lutter pour empêcher la tenue de cette élection. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans la même logique, étant donc membre de ce mouvement? Est-ce que vous êtes toujours dans la même logique et comment allez-vous procéder pour arrêter aujourd'hui cette machine qui est quand même en marche?
Vous savez, il y a une machine en marche. Bon, je dis, quand je vous écoute depuis le matin, je ne vois pas où est la machine qui est en marche. Hein. Il paraît que maintenant, on va voir les gens dans les maisons. On n'attend pas, on ne voit pas des gens en campagne. Quand tu regardes des coins comme Kaloum et tout ça, on cherche les gens. Bon, nous sommes dans la logique que nous ne devons pas accepter l'idée qu'on fasse des élections dans la perspective de changer la Constitution pour permettre au troisième mandat. Ça, nous sommes dans cette logique-là, absolument. Allez-y, Moussa. Monsieur le Président, face à cette crise, donc, l'État décide de sortir les muscles. On a vu des cas de force comme l'enlèvement du jeune activiste Bella, qui, on a appris maintenant qu'il est du côté de la DPJ. On lui reprocherait donc d'avoir incité à la violence sur sa page Facebook. Face à ces arrestations et autres, est-ce qu'il y aura... je ne sais pas moi, une réponse particulière qui sera apportée face à cette revendication? Nous assistons à cela depuis le 14 octobre, ou je dirais même le 12 octobre, de manière préventive, sans qu'il y ait eu aucun acte posé. Nous avons eu près de 87 de nos jeunes gens qui ont été arrêtés partout, à Conakry et puis même à côté de Conakry. Donc, il y a une volonté de faire en sorte de dissuader des gens par une forme de terreur ou de je ne sais quoi. Mais je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait garder peut-être la moitié des Guinéens en prison ici. Bon, on continue d'arrêter les jeunes gens. Vous allez au machin, vous les libérez. Vous ne savez jamais d'ailleurs pourquoi ils ont été arrêtés. Avant qu'on arrive au 16, je crois qu'il y a un programme comme ça où il va falloir arrêter je ne sais combien de personnes pour empêcher que les gens ne fassent campagne le même jour pour dire n'allez pas voter, n'acceptez pas le vote, ainsi de suite. Donc ça, comme je le dis, il y va de la stabilité de notre pays. Il y va des conditions d'une vie ensemble. Il y va aussi des conditions économiques. Je crois que quelqu'un en a parlé ce matin. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où vous ne savez même plus où est l'activité économique en Guinée. Ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est de ça qu'on devrait s'occuper et non pas d'aller arrêter des jeunes gens qui écrivent sur leur page Facebook. Bien, allez-y Moussa. Monsieur le Président, Ibn Chambaz est encore une fois à la manœuvre. Il est de retour à Conakry pour essayer de rapprocher... D'ailleurs, le FNDC exactement, pour essayer de rapprocher les points de vue. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir à quelque chose? Également, le gouvernement jette apparemment son dévolu sur les religieux. Avez-vous foi également à ce niveau que ça peut aboutir? Écoutez, je rencontre Ibn Chambaz, je vois cet après-midi, en fin d'après-midi. Je l'écoute, c'est quelqu'un qui connaît très bien la Guinée, ça fait des années qu'il vient ici. Non pas uniquement au niveau des Nations Unies, il a été au niveau de la CEDEAO. Donc il connaît tous les acteurs individuellement. Alpha, Mohamed, Telou, etc. Bon, maintenant, quelle est la marge de manœuvre? Il faut qu'il y ait une volonté, je dis encore une fois, de donner un minimum de bien-être aux Guinéens, de donner un minimum de tranquillité aux Guinéens. Ça, le fil de cette opérationnalité ne vient que d'une seule et même personne. C'est Alpha Condé, c'est personne d'autre. Voilà. Donc, bon, j'écouterai Chambaz, je lui dirai quels sont nos points de vue sur un certain nombre de choses. Je ne sais pas ce qu'il peut bouger dans l'instant T. C'est la même chose d'ailleurs au niveau des ambassadeurs. Bon, nous exposons des choses qui sont réelles. Au début, on était ensemble dans le cadre du comité de suivi. On a vu comment ça a été banalisé. À un moment, l'OIF a donné un avis très clair sur les élections. Et depuis, on fait tout sans l'OIF. On fait tout même sans la CENI, je peux vous l'avouer. Hein. La CENI n'est pas à la manœuvre, mais pas du tout. Quand on a fini, on donne un papier comme communiqué pour dire à Québec d'aller lire ça. Voilà la réalité des choses. Justement, Monsieur le Président, comment faire le parallèle entre les rencontres que vous avez eues avec le facilitateur Ibn Chambaz depuis plusieurs années et la volonté de l'autre côté, de l'autre camp, de Mordicus vouloir aller à contre-courant de ce que vous discutez et ce dont vous avez envie de trouver des solutions? À côté, il y a ce dialogue, mais de l'autre côté, il y a les préparatifs pour y aller, aux élections. Oui, il n'y a ni l'un ni l'autre. Nous sommes dans 9 années de dialogue ici. Le dernier dialogue qu'on a eu en 2016 a abouti à des conclusions qui sont très précises. À partir du moment où vous les foulez au pied, vous parlez de quoi d'autre. Mais avant même d'aller au dialogue, vous avez des problèmes qui sont liés, je dis, à l'applicabilité de la loi.
sur le code électoral, sur les élections communales, sur les élections législatives, sur la manière dont il faut préparer un fichier électoral. Si l'État, disons, incite à ce que nous piétinons tout cela, moi, je ne sais pas en quoi consisterait le dialogue. Le dialogue, pour moi, c'est le fait qu'on revienne à la loi et qu'on dise, voilà, qu'est-ce que les textes prévoient, de quelle manière pouvons-nous nous en approcher et comment on peut les appliquer. Bien. Dernière question, Antoine. Monsieur Sidia, est-ce qu'aujourd'hui, le FNDC, les conditions pour aller au dialogue, est-ce qu'elles ont changé ou elles sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il faut que le président, jusqu'à preuve contraire, déclare officiellement qu'il n'est pas candidat pour 2020 pour que le FNDC... Si c'est le dialogue sur le référendum, il est clair que non. Nous n'instaurons pas de dialogue sur le référendum, c'est évident. D'accord. Donc la seule condition pour aller au dialogue par rapport au référendum ou à une sortie de crise, c'est qu'Alpha Condé annonce qu'il n'est pas candidat. La dernière question, c'est par rapport à l'implication des religieux. On sait tous qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'Église catholique est sur le point de marcher pour dénoncer certaines choses. En Guinée, est-ce que pour vous, les religieux ont un rôle à jouer pour que la situation soit apaisée? Si j'ai bien compris, hier matin, les religieux à Zérékoré ont fait une déclaration. Je pense qu'on l'aura tous dans la journée. Ça va nous édifier un peu sur la situation du pays aussi. Ils ne sont pas assis les bras ballants, voilà. Bien. Les bras croisés, pardon. Bien. Peut-être toute dernière question. Qu'est-ce que vous attendez des actions que vous annoncez dans le cadre de la contestation contre la nouvelle constitution, les actions prévues à Conakry et celles prévues à l'intérieur du pays cette semaine? Qu'est-ce que vous en entendez? Non, vous constatez l'arrêt de l'activité. Je pense que les Guinéens doivent continuer à démontrer qu'ils ne veulent pas s'inscrire dans cette logique qui est suicidaire pour notre pays, de garder un président jusqu'à sa mort. Donc bon, nous attendons que les gens continuent de manifester l'idée qu'ils ne peuvent pas accepter cela et qu'il faut qu'on revienne à la norme républicaine chez nous, à savoir 2 mandats, et puis c'est tout. C'est pour cela que nous étions tous au stade du 28 septembre. Alpha n'était pas là, mais il y avait les gens du RPG, et c'était pour éviter justement que quelqu'un ne confisque le pouvoir. La donne n'a pas changé. Bien. Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, en direct dans cette émission. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, monsieur le président. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Oui, Moussa, oui, en 30 secondes. Moussa. Oui, en 30 secondes, juste pour dire que c'est important quelquefois de se mêler de ce qui se passe à côté. Vous savez, on est en train de fouler quand même au pied l'honneur d'une jeune dame dynamique, combative. Je parle de Tigui Camara. C'est quand même extraordinaire. Moi, que le président bissau-guinéen s'appelle Oumarou, qui s'appelle Sissoko ou Ambalo, ce qui m'emballe ce matin, c'est que c'est un mégalomane qui n'a pas pu respecter ses engagements vis-à-vis d'une bonne dame, qui a renié ses engagements et qui essaye de salir une réputation qu'il n'a pas du tout construite. Cette dame s'est fabriquée elle-même, elle avait un nom, elle avait un passé, elle n'a pas gagné ses éperons en espérant être épousée par ce général. Mais je pense que c'est un monsieur qui me dégoûte ce matin. Moi, je n'ai pas de mots pour le qualifier, seulement que Dieu protège le peuple bissau-guinéen. Oui, mais même si c'est un président, Jacques, même si c'est un président, déjà au début, il a eu ces dérapages linguistiques qui n'étaient pas vraiment de responsabilité d'un chef d'État. Mais on irait même jusqu'à dire qu'il a usé du carnet d'adresse de Dame Tibou, que je connais très bien, qui est à la tête d'une société minière en Guinée, l'une des femmes les plus braves de notre pays, et en Côte d'Ivoire aussi, qui est vraiment une dame qui a un carnet d'adresse bien fourni et qui l'aurait bénéficier de certaines faveurs de cette dame-là pour pouvoir accéder au trône aujourd'hui. Donc pour moi, c'est de l'ingratitude pure et simple. Merci à Roby. Et on va aussi revenir sur le cas de ce jeune homme, donc de ce jeune activiste du FNDC, Bellaba. Donc demain, si tout va bien, on va y revenir dans cette émission. Ça n'est terminé pour le numéro d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe des chroniqueurs. Grand merci à Mohamed Diaby, Doua Diaby, qui était à la réalisation du côté de la radio. Grand merci aussi à toute l'équipe mobilisée autour de Nala et Sidibé, de l'homme de nuit, Alassane Diallo. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis à l'international, mais aussi dans nos différentes régions. On remet ça demain à 9h. Les programmes continuent sur Espace TV, mais aussi à la radio. Portez-vous bien, au revoir.